Mesdames et messieurs, amis de Venu TV, bonjour et merci d'être avec nous pour cet autre rendez-vous de votre émission d'information et de critique des grandes questions de l'actualité ivoirienne et internationale. Les grandes questions de l'actualité pour ce numéro reçoit Justin Koné Katina, natif du département de Katiola, précisément de Nyakaramandougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ce nouveau Djoula pour parler comme en Côte d'Ivoire. Koné Katina est militant du FPI depuis la session du multipartisme en Côte d'Ivoire. Discret directeur de cadastre ivoirien depuis 2005, il sera véritablement révélé au monde politique à la faveur de la crise post-électorale de 2010, lorsqu'à 43 ans, nommé ministre dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, il réussit à contourner l'isolement bancaire de la Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires et faire marcher le pays. Aujourd'hui, Koné Katina est le porte-parole du président Laurent Gbagbo, à qui il vient d'ailleurs de rendre 3 visites en un mois. Il faut dire que, exilé politique au Ghana, depuis la crise post-électorale, le ministre a écrit des ouvrages très riches en enseignements, que je vous conseille d'ailleurs de lire: Idéologie, conscience et combat politique en Afrique, écrit en 2013, et Côte d'Ivoire, l'audace de la rupture, écrit en 2015. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons évoquer l'actualité ivoirienne en général et particulièrement ses derniers développements. Mais avant, dites-nous, comment est-ce que vous allez? On est sans ignorer que depuis 2010, pour ce que vous aviez fait au gouvernement de Laurent Gbagbo, vous êtes une cible très particulière d'Alassane Ouattara et sa justice. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Alors, moi je vais bien, mais avant d'aller plus loin, je voulais faire 2 précisions. Allez-y. La première des précisions, je suis au FP depuis 1988. Depuis 1988. Voilà. 2 ans avant la session. Exactement. Je me plais de dire, la personne qui m'envoie au FP s'appelle Yadi. C'est lui qui est mon parrain, si tu veux, la personne qui m'a parrainé, qui m'envoie au FP alors que j'étais jeune étudiant. C'était important de le préciser. Merci. Voilà. Et puis, deuxième précision. Bon, c'est vrai que je suis. Le département de Nyakara, mais je suis de Harikokar précisément. D'accord. Qui est un village mais que le président Laurent Gbagbo a érigé en sous-préfecture. D'accord. Voilà, c'est une des précisions. D'accord. Vous êtes du nord. Le département de Nyakara. Vous êtes donc autre information importante, je ne suis pas Djoula. D'accord. Je pense que c'est des confusions qu'il faut éviter de faire. Ok. Je suis Senufo. D'accord. Et le Senufo est différent du Djoula. Donnez-nous la précision, la différence très rapidement. La différence est très rapide, ça va se faire. Le Djoula correspond à une activité économique. C'est ça. C'est un commerçant. C'est des personnes qu'on retrouve dans l'ancien empire de Manding et puis dans certains empires comme celui même de Sonrail, après qui est venu un peu plus tard, et qui se sont spécialisés dans le commerce. C'est ça. Donc ce sont eux qu'on appelle les Djoula. Vous entendrez les Djoula malinqués, les Djoula qu'on appelle qui sont madins et qu'on appelle chez nous les malinqués, et puis des Djoulas qu'on appelle également qui sont des Sarakoulés, tout ça parce qu'ils sont spécialisés dans le commerce. C'est ça. Et nous, le Senufo, il n'y a pas de Djoula chez le Senufo parce que le Senufo, son activité connue, c'était travailleur de la terre. Donc il n'y a pas de Djoula chez le Senufo. Nous sommes Senufo, je suis Tabana, du grand groupe Senufo. D'accord, ok. Sans entrer dans les débats, lorsqu'on parle des Djoula qui sont stigmatisés en Côte d'Ivoire, de qui parle-t-on exactement alors? Non, c'est un abus de langage. C'est parce que les gens parfois ne connaissent pas beaucoup, on n'a pas suffisamment pris le temps d'étudier la sociologie de notre pays. Généralement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une confusion à la fois entre les populations pour des raisons, une confusion, je dirais, sociologique et une confusion religieuse. Le Djoula, qu'on appelle communément Djoula, qui est devenu l'expression Djoula, parce que tout simplement, il y a une identité entre ces personnes qui font cette activité, qui est le commerce, et puis leur religion, plus ou moins. Alors les gens ont tendance à confondre le Djoula avec le musulman,
qu'on retrouve au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment deux choses totalement différentes. Okay. Il faudra bien reprendre que dans l'empire, par exemple, un empire comme l'empire du Manding, qui sont des empires des cartes, vous trouverez les forgerons, qu'on les appelle les Noumou, vous trouverez les chasseurs qu'on appelle les Dozo, vous trouverez les cultivateurs qu'on appelle les Séni, ceux qui travaillent la terre, vous trouverez évidemment des commerçants qu'on a dans le nom Djoula, comme au Moyen-Âge on appelait une classe d'hommes, des gens en Europe qu'on appelait les négociants. Voilà, c'est une expression voilà, c'est vraiment une expression qu'il faut comprendre et la lier à une origine purement. Il faut bien la sous-localiser dans le temps. Après, il y a des extrapolations. Mais... Ok, merci bien, monsieur le ministre. Avant de poser ma véritable première question, monsieur le ministre, je voudrais comprendre une chose. Vous êtes le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Il est en Hollande, en prison. Vous êtes au Ghana, en exil. Comment est-ce que vous arrivez à vous communiquer pour pouvoir porter sa voix? Ou bien, pour l'avoir connu, vous faites des déclarations en son nom? Non, pas du tout. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Pas du tout. On ne prend pas le risque de parler au nom de quelqu'un sans l'avoir consulté. Je ne peux pas me permettre cela, ce n'est pas possible. Non, nous avons des canaux de communication. Quand le président Laurent Gbagbo veut intervenir sur une affaire, il m'instruit et je l'exécute. Il y a les canaux de communication. Ça, vous parlez très régulièrement? Oui, absolument. Donc je n'ai pas ce problème-là. Quand il veut que je me prononce sur une affaire, il dit fais-le à mon nom. Donc ça, c'est une question, on n'a pas besoin d'être dans la même maison pour être porte-parole aujourd'hui avec les moyens de communication dont nous disposons. Non, il ne peut en aucun cas prendre le risque de moi-même de parler et de mettre le nom du président Gbagbo sur une déclaration ou alors sur une position qui n'est pas la sienne. C'est une grosse trahison. Ok, merci bien, monsieur le ministre. Première question maintenant. Quel est aujourd'hui votre regard sur l'actualité ivoirienne, l'état de santé financière, mais aussi la question de la sécurité qui va évidemment avec la justice? On risque de penser qu'il s'agit d'une position personnelle et pertinente, mais c'est aujourd'hui c'est une opinion qui est largement partagée à la fois par ses adversaires comme les hommes de son propre camp. Nous sommes à un stade d'échec total du régime de M. Ouattara. Échec au niveau économique avec une croissance illusoire qui ne nourrit pas ces hommes. Échec avec un surendettement. Mais pour vous, justement, qui êtes spécialiste de ces questions financières, la croissance aujourd'hui est à 2 chiffres ou non? Non. Il faut faire attention. Je l'explique à un certain nombre de personnes que les vendeurs d'illusions en matière économique vendent toujours les grandes illusions après les crises. Il faut que vous compreniez très bien. Quand il y a une grosse crise comme celle qu'a connue la Côte d'Ivoire, qui depuis 2002 fait face à une situation d'exception, et dont le génie du président Laurent Gbagbo aura été de se battre pour que l'État survive, forcément, on arrive à une situation de contraction de l'économie. C'est comme si c'est un ressort que vous comprimez. Ok? Quand la crise semble être finie, le ressort se redresse. Et vous avez l'impression que vous avez progressé, mais vous n'avez pas du tout progressé. Vous n'avez fait que rattraper le niveau initial, le véritable niveau initial. Et très souvent en deçà. Lorsque vous aviez détruit un bâtiment par la guerre, au moment où on commence à le reconstruire, le bâtiment n'existe pas, alors qu'il existait avant. Effectivement, on se dit, bon, l'année qui a suivi la reconstruction, dans la réalité, vous n'avez fait que construire un bien qui existait déjà. Mais quand on va évaluer la richesse, à ce moment-là, du pays, toute cette construction fera partie donc, du produit intérieur du PIB. Donc, par rapport à l'année de sa destruction, effectivement, ça vous donne l'impression que vous avez fait de la croissance. Mais dans la réalité, vous n'avez fait que reconstituer ce qui existait déjà. Est-ce que vous comprenez? Oui, justement. Je vais vous donner l'exemple pour être plus précis dans le cas de la Côte d'Ivoire. Le troisième pont devait être construit, avait été planifié
C'est un schéma directeur qui existe il y a longtemps, depuis le temps qu'il faut boigner. Le schéma directeur de la ville d'Abidjan, c'était prévu. Bédié a voulu le construire. On lui a fait un coup d'État. Il n'a pas pu le construire. En 2003, ça devait être fini. En 2002-2003, on avait fini avec ce projet au niveau du président Laurent Gbagbo. On lui a fait des rébellions, il n'a pas pu le terminer. Et finalement, ce projet se réalise en 2012. Alors, vous voyez-vous que sur pratiquement 15 ans, un projet qui aurait dû être réalisé, considéré en train de passer à un autre projet, on nous a empêché de le réaliser. Et finalement, vous avez l'impression que vous avez avancé. Or, s'il n'y avait pas du tout cette guerre-là, s'il n'y avait pas du tout ces empêchements, on serait peut-être en train de faire un quatrième, un cinquième pont, ou alors peut-être l'autoroute du Nord qu'on est en train de la terminer. Voyez-vous, c'est pourquoi quand on accuse le gouvernement actuel d'être la base des souffrances des Ivoiriens, c'est économique, c'est chiffré, c'est net. Parce que tous ces coups bas, c'est eux qui les ont perpétrés. Ok, monsieur le ministre, et la question sécuritaire? Ah oui, bon, ça, il ne faut pas... Dans un pays où on peut aller trouver 6 000 tonnes d'armes chez un citoyen. Justement, qu'est-ce que vous dites de cette découverte-là? Ah, et de l'interpellation du chef du protocole? Oui, mais il y a quand même des choses qui sont claires. Il n'est pas normal qu'un citoyen ait des armes chez lui à la maison. Que ce soit votre frère, votre ami, il n'était pas normal. Ça, il n'y a pas... Et je pense aussi que cette question, eux n'en discutent pas. L'auteur, même celui qui a été interpellé, n'en discute pas. La seule chose qu'il dit, il dit oui, mais c'est vrai, j'avais, mais tout le monde savait que j'avais. Oui, tout le monde savait que vous aviez, mais c'est illégal. Il dit tout le monde savait que vous avez, comme pour dire, mais vous m'accusez alors que c'est vous qui m'avez donné l'arme pour que les armes que je les garde. Oui, mais c'est une faute pénale. Vous avez des armes chez vous, c'est illégal. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il faut que nous fassions attention à ces choses-là. Il faut quand même qu'on s'amuse avec la vie des Ivoiriens. Un citoyen ne peut pas faire de sa maison une poudrière. Et je parie que ce n'est pas la seule. Je parie que ce n'est pas la seule. Mais au moins, elle nous aura donné la preuve que les personnes qui doivent être dans la CPI là, sont ailleurs que par le président Laurent Gbagbo. Merci, monsieur le ministre. Aujourd'hui, toute l'actualité politique en Côte d'Ivoire, pour passer donc à un autre sujet, est focalisée sur les présidentielles de 2020. Le FPI, dont vous êtes membre, vous l'avez dit depuis 1988, est sur la ligne de départ? Pour le moment, notre parti, je voudrais rappeler que notre parti fonctionne sur des règles bien précises. Allez, expliquez. Voilà. 2020 est très loin. Nous sommes un parti d'élection. Nous ne sommes pas un parti de pushistes. La seule chose que nous connaissons, ce sont les élections. Donc, par principe, nous allons aux élections. Nous nous préparons par principe à aller aux élections. Mais il reste que nous n'allons pas aller à des élections parce qu'il faut y aller. Nous n'allons pas aller à des élections dans une situation sécuritaire où des personnes, chaque citoyen, a un bandoulier ou chez lui à la maison des tonnes d'armes, où il y a des personnes à qui on accorde un euphémisme pour dire bon, ils sont en conflit avec la loi, comme si être même en conflit avec la loi, c'est déjà une prouesse, avec des enfants microbes qui égorent quand ils veulent, avec des forces parallèles comme les Dozo. Nous ne sommes pas dans un pays avec une armée républicaine. Il y a tellement de milices, une milice, et surtout le parti au pouvoir qui a sa milice qui n'en s'en cache pas du tout. Donc l'un mis dans l'autre, il y a des questions que nous reposons. Donc sur le principe d'aller aux élections, cela est conforme à notre ligne. Donc si certaines questions ne sont pas réglées, le FPI ne sera pas... Ah, oui, non, mais pour nous n'allons pas aux élections pour aller tout simplement faire plaisir à quelqu'un. Sinon, on serait allé en 2015, pardon. Donc, si nous ne sommes pas là en 2015, si les mêmes conditions sont véhiculées... Vous y étiez plus ou moins avec Pascal Affingué, ça? Ah non, la RP n'était pas aux élections de 2015. Ça, parce que depuis, nous, comme on appelle Maman, le congrès de Maman, nous avons pris une position qui est claire. Le FPI n'était pas du tout aux élections de 2015. Ouais, monsieur le ministre, ça nous fait justement arriver sur cette crise au FPI. Ouais. Et justement, toute la classe politique crie à la réconciliation, les acteurs politiques, enfin ceux qui sont à la tête de l'État, on leur trouve incapables de réconcilier les Ivoiriens, alors que vous, en votre sein, une toute petite famille, vous n'arrivez pas à vous réconcilier vous-même. Quel est le problème? Qu'est-ce qui est si grave pour que vous puissiez traîner ça depuis 6 ans bientôt? Parce que, tel que posé, vous simplifiez les choses. C'est bien de simplifier les choses. Mais quand les choses sont plus complexes, il faut les rectifier dans leur complexité. Il y a très peu de partis
au monde, même pas en Afrique, qui aurait pu résister, comme notre parti l'a fait, à la violence inqualifiable qui s'est abattue sur lui, à la profondeur et à l'ampleur de l'antagonisme. Ce n'est même pas de l'antagonisme, de la haine coalisée contre ce parti. Les gens ont voulu que ce parti soit détruit, que le fondateur en soit écarté et le parti soit détruit. On a affronté tout le monde, et ce parti a affronté tout le monde. Et donc, forcément, une telle crise qui est extérieure a des impacts sur à l'intérieur du parti. Donc, ce que nous vivons correspond normalement à la suite logique de la souffrance et de la violence que le parti a subie. C'est pour, je le dis pour ne pas que vous simplifiez la chose. D'accord. Ok. Donc, aussi simple que cela puisse paraître, nous sommes dans une situation très complexe. Mais nous restons le FPI. Nous sommes les promoteurs de l'idée asseyons-nous et discutons. C'est pourquoi, chacun ayant compris que le chef de notre parti, l'autorité morale de notre parti s'appelle Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est à la CPI, que chacun s'en remette à lui. Parce que si nous sommes effectivement porteurs d'espérance pour la Côte d'Ivoire, nous devons être capables d'aller au-delà d'un certain nombre de... on doit pouvoir sortir de nos positions tranchées et de faire taire nos égos. Parce que nous avons deux défis. Notre chef se trouve à la CPI et le peuple de Côte d'Ivoire compte sur nous. Et nous avons en face de nous une adversité qui nous empêche justement d'asseoir cette cohérence-là. Et donc, je vous le donne pour que vous compreniez la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est pas un problème de simple famille. Nous avons affaire à une violence et ça a failli éclater le pays, le parti. Nous tentons de ramener le parti de son fondateur afin que, effectivement, nous puissions partir et relever les défis qui s'imposent à nous au nom de la population ivoirienne et même du peuple africain. Et depuis l'éclatement de cette crise, vous, en tant que porte-parole du président Laurent Gbagbo, d'abord, personnellement, est-ce que vous avez eu un contact avec le président Afin Guessan? Oui, mais le président Afin Guessan, c'est un aîné. Je suis resté très proche de lui. C'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de liens familiaux, et je dirais même très, très fraternels et amicaux. Oui, justement, okay. Est-ce que vous lui avez fait comprendre, enfin, vous lui avez expliqué... Non, j'en arrive. Allez-y, monsieur. Donc, effectivement, nous sommes restés en contact. Et il connaît ma position. Je lui ai toujours dit que tu as fait fausse route. Le chemin que tu as pris, ce n'est pas un bon chemin. Et ce chemin va te conduire à l'impasse. Ça, c'est un conseil amical que je donne à un frère, à un aîné qui m'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de sympathie pour moi et qui a beaucoup de sympathie pour lui. Mais sur un problème de principe, nos points de vue sont séparés. Mais je lui dis qu'il a tort. Et je continue de lui dire qu'il a pris le mauvais chemin. Ceux qui l'ont conduit là-dessus, ils l'ont trompé, il a pris le mauvais chemin. C'est pourquoi je lui dis, et je profite pour lui dire encore, comme je le lui dirai lorsque je le verrai, que là, il n'a pas autre chose que de s'en remettre à celui qui a toujours été son père spirituel, qui a fait de, de lui ce qu'il est, et qu'il a toujours protégé. Je vais parler du président Laurent Gbagbo. Donc, il appartient au président Afi de tirer les conséquences de la situation dans laquelle se trouve le parti et de dire, c'était sous ma responsabilité que ce parti-là connaît ses difficultés, je m'en remets à celui qui était pour moi un père, pour qu'il trouve la solution au problème du parti. En dehors de ça, je ne vois pas autre solution. Moi, je le suis. Mais justement, tout le monde est d'accord que l'intervention du président Laurent Gbagbo aurait réglé cette question. Peut-être qu'on n'aurait même pas parlé de crise. Oui. Mais pourquoi il a laissé perdurer? Est-ce qu'il n'est pas finalement responsable de la il s'est exprimé. Il s'est exprimé de façon claire. À quelle occasion? Ah oui, mais quand le président Laurent Gbagbo dit, dans la situation actuelle, des citoyens, mes militants m'ont appelé au secours pour qu'ils viennent prendre le parti et qui fait acte de candidature et que les gens disent on sait que sa signature, c'est pas... doute même la signature du président Laurent Gbagbo. Ça, qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils le disent autrement comment? Il est en prison, vous voulez qu'il le dise comment?
Il a un porte-parole qui leur a dit, voici la position du président Laurent Gbagbo. On ne croit pas. Et ce n'est pas maintenant qu'on le dit, il y a longtemps on le dit. Et quand je parle à Afi, je le parle en connaissance de cause. Je lui transmets la volonté du chef, de notre chef. Oui, mais ils avaient quand même des arguments, hein. Je ne veux pas les soutenir, mais ils avaient quand même des arguments pour Lequel? lutter. Quel argument? Oh, le président Laurent Gbagbo aurait, par exemple, pu faire venir l'une des personnalités qui n'est pas convaincue de cette position pour lui parler. Et vous êtes sûr qu'il n'a pas reçu? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, informez-nous à notre connaissance. Non, donc, tu vois, il faut faire... Alors, tu vois, ce débat, parfois, il prend de la passion parce qu'on ne prend pas le temps de s'informer. Demandez, est-ce que le président Afi n'a pas envoyé Tiako? Je vous donne un exemple. Qui est une personne que tout le monde connaît, qui est proche du chef, qui est un ami du chef, grand planteur de riz, de Toumoudi, qui est en même temps proche de Afi. Demandez-lui si le président Gbagbo n'a pas transmis un message pour Afi. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne rentre plus dans cet état, pour moi c'est le passé. Ok? Parce que en politique, parfois on a l'impression que la mauvaise foi, c'est la chose la mieux partagée. Je ne rentre plus dans ça. On a suffisamment d'arguments. Et moi-même, je peux vous rétorquer. Je peux rétorquer que moi, je vais être à la place du président Afi. Quand j'étais sorti de la prison, la première chose à faire, avant de faire quoi que ce soit, si j'avais mon référent, que Gbagbo c'est mon référent, la première des choses à faire, avant toute déclaration, c'est écoutez, moi je suis sorti en prison, nos aînés, Simon est en prison, le chef est également en prison. Avant toute approche, il faut que j'envoie quelqu'un demander à notre chef, si moi-même je ne peux pas aller, quelle est la conduite à tenir. S'il avait fait, peut-être nous n'en tirons pas là. Il faut éviter de donner l'impression, même si vous ne le pensez pas, que vous défiez votre chef. Quand vous le défiez, vous donnez cette impression, forcément ça te retourne contre vous. Gbagbo est l'incarnation du FPI. Il est vivant et il est toujours dans la poursuite du combat. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire comme s'il n'existait pas et qu'il n'a même pas son point de vue à donner. Ça, c'était des erreurs d'appréciation. Mais je vous dis, je ne suis plus dans ça. Il faut que nous quittons ces positions et que nous allons vers le large. Le large, c'est qu'aujourd'hui, chacun a pu se rendre compte, surtout le président Afi, a pu se rendre compte qu'il ne peut pas aller plus loin. L'impasse il va de plus en plus dans l'impasse. C'est lui qui a une carrière politique à construire. Hein. C'est lui qui a une carrière politique à construire. Et maintenant, on ne peut pas faire construire une carrière politique si vous ne vous asseyez pas sur le solide. Or, celui qui a tout été son solide s'appelle Laurent Gbagbo. Alors, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêche, lui, de dire je demande à mon aîné, à mon soeur, de venir nous aider à remettre le parti dans l'ordre. Monsieur le ministre, vous nous donnez toute une transition. Laurent Gbagbo, vous l'avez rencontré 3 fois en un mois. Oui. Ça fait beaucoup, c'est extraordinaire même dans les agendas des rencontres. Oui. De quoi avez-vous parlé durant tout ce temps? Enfin, pour ceux dont on peut parler. Bon, alors, il faudra vous rappeler quand même que la dernière fois que j'ai vu physiquement le président Laurent Gbagbo, c'est le 10 avril 2010. À la veille de 2011. À la veille de son arrestation. Et il m'a fait l'honneur, vraiment un ici honneur, alors que vraiment rien n'est mis préparé. Je ne m'attendais pas du tout à ça, de me prendre comme son porte-parole à un moment difficile de sa vie. Il m'a donné une feuille de route qui me permettait de savoir où je devais partir. Et donc, il m'était important que non seulement je vienne le remercier physiquement pour l'honneur qu'il m'a fait, mais en plus que je vienne lui rendre compte de la mission qu'il m'a donnée, compte rendu d'étape, la mission qu'il m'a donnée, et recevoir les instructions. Et donc c'était normal, puisque j'étais sous embargo, sous sanction de l'Union européenne, et que j'étais interdit de séjour en Europe, et que l'homme, lui, il a été déporté en Europe. J'ai cherché l'occasion de venir, et donc je suis venu autour de ces 3 idées, de le remercier pour la confiance qu'il a placée en moi, alors que vraiment, j'étais le moins 10 ans, honnêtement, dans son entourage, j'étais le moins 10 ans. Je lui ai demandé pourquoi il m'a choisi. Il dit, on ne pose pas cette question à un chef. Donc, pour moi, il est le chef, il a pris ça sur son statut. Voilà, il assume. Et je lui dis,
il faut dire, je suis venu également lui dire, de faire le compte rendu de 7 ans, de cette mission qu'il m'a confiée. Je vais faire le compte rendu et puis d'attendre les instructions qu'il va me donner. Donc, et c'est important que, effectivement, nous ayons à nous rencontrer et nous avons échangé autour de ces questions. D'accord. Et parmi ces instructions, celles que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs? Alors, la première des instructions, c'est qu'il attend que les militants du FPI se remobilisent, que le militantisme qu'il a connu au sein de son parti, le parti qu'il a fondé avec ses amis, puis que ce militantisme-là, il revienne à la surface, comme on l'a toujours connu. Ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, là, il a été clairement dit, et pour moi, c'est une instruction, il dit que l'unité du parti doit se faire absolument, sans condition. Et donc, la personne à qui il a confiance pour que cette unité se fasse s'appelle Sangaré Aboudraman, qu'il connaît depuis 46 ans et qu'il n'a jamais trahi. Pour moi, c'est une instruction d'un chef. Je donne cette instruction. Maintenant, il nous appartient, nous, intellectuellement, de part et d'autre, comment faire pour faire prospérer l'instruction de notre chef. Et ça, quand il le dit, il parle à tout le monde. Comment faire pour que cette instruction que notre chef nous donne, si nous continuons de penser que c'est notre chef, il nous a donné une instruction. Comment faire pour que cette instruction-là, on puisse la construire? Vous avez votre petite idée là-dessus? Ah oui, mais ça, je ne vais pas l'exposer à Michel, je ne vais pas l'exposer à des... Je ne suis pas une réunion du comité je suis d'accord avec secrétaire exécutif du FPI, donc je ne vais pas vous l'exposer, rassurez-vous. Oui, mais justement, avant de continuer sur les instructions, parce que vous en avez déjà cité deux, peut-être qu'il y en a encore, mais justement sur cette deuxième instruction, dès que vous l'avez annoncé le samedi dernier aux militants qui étaient à la rencontre avec vous, ça crée déjà assez de polémiques. On dit c'est des idées de vous-même et tout ça. Si on vous disait, même si ça ne vous intéressait pas, de dire quelque chose à ceux-là qui animent cette polémique. Donc, je pense qu'il faut que les gens... moi, je ne prends pas des positions de quelques-uns sur la toile pour en faire une opinion comme si c'était l'opinion. Je ne fonctionne pas comme ça. Certainement qu'ils n'ont pas... Voilà, veulent savoir la vérité. Voilà, je ne fonctionne pas. Quelle vérité ils veulent que je leur dise? Je dis, le chef m'a donné une instruction. J'aurais pu la garder, mais je veux la rendre publique pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Et quand le chef parle, il n'est pas à un seul camp. Il n'est pas l'autre. Il dit, la personne à qui j'ai confiance s'appelle Sangaré Aboudraman. Ça fait 46 ans, il ne m'a jamais trahi. Et donc, j'en appelle à l'unité autour de lui. Ça veut dire que Babou est en train d'appeler d'une façon indirecte à l'unité autour de lui, Babou. Mais comme il est dans cette situation, il nous oriente. J'ai lu quelque chose, puis ça m'a fait rire, mais il faut que... Alors là, je vais prendre tout mon sérieux parce qu'il faut qu'on comprenne que cette crise-là, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de cette crise. Il y a de nombreux exilés, même au sein de notre famille. La crise née du déficit démocratique qu'à un moment donné au sein de notre parti est arrivée où des gens sont décédés. Des gens sont venus d'exil, sont en prison. Et quand je le dis, je pense honnêtement au docteur Aswadou, qui était notre chef en exil, le président de notre coordination, qui est l'un des compagnons du premier heure du président Laurent Gbagbo, qui est un combattant émérite pour la liberté, qui a cru à l'appel de Ouattara qui est rentré en Côte d'Ivoire pour apporter également sa pierre à l'édifice de la reconstruction, comme Ouattara de la réconciliation, mais qui aujourd'hui se trouve en prison, et cette situation de prison n'est pas dénuée de nos crises internes. Il y a des éléments. Nous avons parlé d'un monsieur comme Porquet, qui était aussi avec nous, Jean Porquet, qui est l'ami de Aswadou, qui n'a pas supporté l'arrestation de Aswadou. Moi, j'ai un défaut. Je n'aime pas cacher ma vérité. Et je ne sais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis les choses telles qu'elles sont. La mort de Désiré Porquet est liée intimement et sérieusement liée à l'arrestation de son frère et ami Aswadou. Donc, on ne peut pas penser que c'est un... On a des jeunes gens qu'on les croit, que j'ai enseigné à l'ENA, qui était mon collègue aux impôts, un jeune collègue aux impôts, qui est en train de périr, de croupir en prison.
Naï, Victor, Samba David. Et ça, on ne peut pas penser que c'est un jeu d'enfant. Mais malgré ça, notre chef nous dit, je suis capable d'aller au-delà de ça. Allons-y de l'autre côté. Voici où je veux que vous allez. Si avec ça, on n'est pas capable d'aller au-delà de nos égos et qu'on est encore dans les à épiloguer, c'est qu'on n'a pas compris. Et comme je l'ai dit, le chef, il parle à tout le monde. Quand il l'a dit, c'est tout le monde. Tout le monde. Allons-y au-delà. Allons-y à l'unité. Et l'unité dont je parle là, voici comment ça doit se faire. Et il a bien précisé, sans condition. Pour finir sur cette question, justement, est-ce qu'arriver à Abidjan, on ne pourrait pas arriver à Abidjan, mais est-ce que de retour là où vous résidez, une mission avait affiché à cet effet, puisque là vous aviez quand même... Oui, mais j'ai le devoir. Moi mon patron m'a donné des messages, je lui ai donné la fille. Je lui ai déjà dit, je lui parlerai. C'est clair. Moi, j'ai la chance d'être le plus jeune. Et je suis très jeune. Et quand on est jeune, on a moins d'ego. Afi peut m'insulter, il peut me faire tout ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci, je suis d'accord avec lui. C'est lui l'aîné, c'est chose. Le président Gbagbo peut faire tout ce qu'il veut de moi. C'est mon père spirituel. Je suis au rôle de fusible. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun souci. Et je suis à l'aise pour me parler. S'ils ne sont pas d'accord, ce sont des chefs. Ils me disent, toi, tu fous dans l'écran, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous étiez à La Haye, on va justement parler du procès. Okay. On sait que le dernier passage, le plus important, c'est celui du général Mangou. Vous aviez parlé à le président Gbagbo, est-ce qu'il est ébranlé? Et puis, personnellement, quel commentaire vous faites de ce témoin qui est considéré comme le plus important pour l'accusation? Non. Peut-être que pour ébranler Laurent Gbagbo, vraiment, il faut être un ouragan, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui peut ébranler ce monsieur. Donc non, il n'est pas ébranlé. J'ai trouvé un peu de dépit chez lui parce qu'il se rend compte que il croit à certaines valeurs que malheureusement qui ne sont pas partagées avec beaucoup de personnes. Et que c'est peut-être cette déception qui n'est même pas liée à son témoignage. De toute façon, le témoignage de Mangou n'a rien apporté de plus à la charge du président Laurent Gbagbo. Il est venu régler ses comptes personnels à ses collègues militaires, il est venu peut-être pleurer. C'est une façon pour moi de dire, ah, mon père Gbagbo à un moment donné, il a préféré d'autres personnes et d'autres. Bon, pour moi, il a pleuré. C'est vraiment un pleurnichat, un gamin qui peut-être qu'il avait un amour débordant pour le président Gbagbo, peut-être qu'il n'a pas... Le retour voilà, le retour de cet amour, donc il est venu l'exprimer. Mais en termes par rapport au procès en termes judiciaires, rien n'a été apporté de plus sur le plan, et parce qu'il ne faut jamais oublier, sur le plan commun qui est l'essence de la charge du procureur. Elle a bien affirmé que les femmes de la Bobo, ce n'est pas l'armée qui l'a tué, ça c'est quand même important. Les obus dont on parle, il dit que ce n'est pas parti de chez nous. La marche, il a bien dit que les marcheurs étaient eux-mêmes armés et qu'ils avaient été les premiers à tirer sur les militaires. Donc pour nous, ce sont les trois éléments sur lesquels le président est poursuivi. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Mais le reste qu'il a dit, bon, c'est dommage parce que quand même c'était le chef de notre armée. Et la déception, c'est que on estime qu'un chef à ce niveau, il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Et ça, c'est peut-être la déception du président Laurent Gbagbo de se rendre compte qu'effectivement, il y a des valeurs auxquelles il croit, mais qui ne sont pas partagées par tout le monde. Et ça, et même parfois ceux qui l'ont côtoyé. Monsieur le ministre, très rapidement, on ne parlera plus jamais de ce procès sans évoquer les révélations de Mediapart. Pour vous, qu'est-ce qui devait se passer après? Ah oui, mais ça, c'est nous appartient, nous, de faire le travail que nous devons faire. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a appelé au militantisme. Parce que ce que Mediapart a dit est grave. Nous le disions, personne ne croyait. Qu'il s'agit d'un complot et personne ne croyait. Et bien voilà que Mediapart le révèle à la suite d'une enquête. Et ce n'est même pas des on-dit, comme vous avez parlé pour nous adresser chez nous, comme Abidjan. Ce n'est pas des rumeurs qu'il colporte. C'est des mails, des échanges de mails qui n'ont même pas été réfutés par les auteurs comme Ocampo qui a tout simplement dit, ah non, mais moi,
on m'a piraté. Ben, en fait, la question n'est pas qu'on t'ait piraté ou pas, mais oui, ah oui, non, vous avez échangé ça. Et mais donc, c'est quand même sérieux qu'on puisse monter un tribunal à qui on accorde le crédit de pouvoir pacifier le monde, lui donner une couleur humaine, et qui devienne le centre de tous les trapatouages, le centre de toute la corruption morale. Ce n'est pas acceptable. Et ça va au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour le président Laurent Gbagbo, pour Blé Goudé, mon cher frère Blé Goudé ou pour toute autre personne. Mais c'est immoral et c'est inacceptable qu'on puisse utiliser ce tribunal-là, qui a suscité beaucoup d'espoir, comme instrument de manipulation, de malhonnêteté, et tout simplement pour régler des comptes à des personnes qu'on n'aime pas. Ça, c'est choquant. Et ça, nous devons nous battre au-delà de nos clivages politiques autour de ça, parce que c'est l'humanité elle-même qui est menacée et qui est prise à... qui est menacée au bout du compte. Monsieur le ministre, dernière question sur la CPI. Il est de plus en plus question de la liberté conditionnelle du président Laurent Gbagbo. Certains parlent même de janvier 2018 et on parle de la Belgique comme le pays qu'il aurait choisi. Et qu'en est-il? Non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le président Gbagbo ne m'a pas dit où il va partir, si on a mis en liberté provisoire. Ce n'est pas mon problème. Moi, je me suis chargé des questions politiques. Il a une équipe d'avocats qui gère les questions judiciaires. Donc, je ne m'y mets pas. J'aime bien me contenir dans mon rôle qui est le mien. Mais je voudrais profiter d'une chose. Et ça, par contre, ça a affecté le président Laurent Gbagbo. Et moi, ça me dérange au plus haut point. Okay. Oui. Laisser la vie privée de ce monsieur. Et ça, je le dis à tous ceux et à celles qui veulent travailler sur la vérité, qu'on laisse la vie privée de ce monsieur. C'est un homme public. Hein? Oui, mais il a une vie privée. C'est un homme public, mais il a une vie privée. On ne peut pas construire des allégories autour de sa vie privée. Pourquoi parle-t-on de Belgique? Parce que Nadi s'y trouve. Mais je ne vois pas où est le problème qu'on puisse construire des choses autour. Non, c'est la vie privée d'un homme. Et ce qui est le plus grave, ce qui ça vient de l'extérieur encore, mais en sein de notre propre camp, on ne s'attaque pas, on ne parle pas de la vie privée d'un chef. Dans ma culture, on ne fait pas ça. Donc vraiment, laissez ce monsieur qui a suffisamment donné, qui continue de donner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose et je vais tenir partir de ce point là-dessus. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas dans une villa ou dans un studio meublé. Il est dans une prison qui avait été construite, qui appartient au gouvernement hollandais, avec lequel gouvernement, la CPI a négocié une partie de cette prison. Donc ce n'était pas des prisons construites pour un président. Il faut que les gens arrêtent de rêver. Il s'agit d'une cellule de prison avec grille. Cellule, il est dans sa cellule de 8 mètres carrés, sa toilette, son lit, les toilettes sont attenantes à son lit, un lavabo, et un écran, c'est tout. Je ne sais pas combien de personnes supporteraient de quitter le palais présidentiel et se retrouver dans ces résidus-là. Et en plus, pour une fausse cause. Si en plus de ça, on n'est pas capable de nous battre pour le faire sortir de là, de nous unir pour le faire sortir de là, alors les gars, n'allons pas jusqu'à sa vie privée. C'est injurieux. Et cette fois-ci, j'ai pris ma décision. Celui qui s'attaque à la vie privée du président Laurent Gbagbo, je lui répondrai alors là de la façon la plus violente pour qu'on arrête ça, quelle que soit la personne. Merci bien, monsieur le ministre. Nous sommes au terme de notre émission. Amis de Vernou TV, merci pour votre fidélité et prenons rendez-vous pour le prochain numéro des grandes questions de l'actualité. Je vous remercie.